Donc, on reprend cette deuxième partie de l'après-midi avec les questions juridiques et financières. On va voir dans un premier temps les recours judiciaires et le monopole de la preuve. Donc, c'est Chloé Chalot qui débutera ses interventions. Elle est avocate et membre du syndicat des avocats de France. Elle va s'attacher à nous présenter les procédures judiciaires et le parcours du combattant qu'elle constitue. Puis, on va intervertir 2 points dans le programme pour une histoire logistique de train. Et on écoutera Arié Halimi, avocat et membre du bureau national de la Ligue des droits de l'homme. Et on terminera avec Alexander Samuel qui nous parlera d'index. Voilà. Et bien, à vous. Merci Lisa. Alors, je suis pas très douée avec les micros, faut pas hésiter à me faire des signes si je suis pas très audible. Donc, comme Lisa vous l'a indiqué, je suis avocate à Rouen et j'accompagne beaucoup de personnes qui sont blessées par les forces de l'ordre, gendarmes, policiers, dans des opérations de maintien de l'ordre ou non. Et je vais aujourd'hui vous parler des procédures judiciaires entre leurs mains pour faire valoir leurs droits, pour faire valoir leur statut personnel de victime. Il y aurait beaucoup à dire aussi sur les procédures collectives qu'on peut mener, l'usage qu'on peut faire du droit contre les armes mutilantes, mais ça sera peut-être plutôt en conclusion, puisqu'il y a un temps sur les actions contre les armes mutilantes. Néanmoins, quand même, à titre liminaire, je veux surtout pas tomber dans la caricature action personnelle, action de la personne blessée, intérêt personnel, action collective, intérêt collectif, parce que déjà c'est une analyse qui manquerait beaucoup de finesse et que je pense sincèrement que le dépôt de plainte d'une personne blessée ou l'action au tribunal administratif, ça vient aussi lutter contre les armes mutilantes parce que rien que symboliquement, ça vient acter la normalité de la situation. Ça vient acter que c'est pas légitime, que c'est pas normal, qu'on ne peut pas s'en contenter, qu'on ne peut pas rien faire, qu'on ne peut pas retourner à sa vie normale. Et accéder à un statut de victime, c'est surtout pour moi ne pas se résigner face à la violence d'État et signaler la normalité de cette situation. Par ailleurs, et c'est Mélanie qui en a parlé aussi ce matin, j'ai pas la naïveté de penser que les caisses de l'État vont être vides à cause de tous ces recours, mais l'action indemnitaire, ça a quand même du sens. Ça a pu avoir du sens pour les prisonniers, par exemple, qui ont mené des actions contre les conditions de détention. Ça peut peut-être avoir du sens un jour, ne sait-on jamais, dans les décisions des pouvoirs publics sur les armes mutilantes, et aussi sans avoir non plus la naïveté de penser qu'une audition à l'IGPN ou à l'IGGN, ça empêche de dormir les forces de l'ordre. J'aime à croire que lorsqu'ils vont faire l'usage de leurs armes, s'il y a beaucoup de procédures, s'il y a beaucoup de plaintes, s'il y a beaucoup d'enquêtes, ils vont peut-être y penser à 2 fois, parce que justement, il y a le risque un jour de devoir répondre de cet acte et de devoir en justifier. Voilà, en tout cas, c'est une histoire que j'aime à me raconter pour trouver du sens à ce que je fais et essayer de donner du sens aux personnes que j'accompagne. Donc, je vais vous présenter les 3 procédures judiciaires. Je vais essayer d'être synthétique. Ces 3 procédures qui ont tout en commun d'être très longues, très éprouvantes et vraiment semées d'embûches pour les personnes blessées. Et c'est une réalité à laquelle nous, autres avocats qui accompagnons les personnes, devons vraiment les préparer. Et dès nos premiers échanges avec eux, j'insiste là-dessus, je pense que c'est indispensable. On n'est pas des magiciens. L'état du droit, il est ce qu'il est. L'état des juges de l'institution judiciaire et policière est ce qu'elle est. Et nous, on doit les accompagner, on doit vraiment anticiper avec eux les difficultés auxquelles ils vont faire face. Donc, je vais vous présenter les 3 procédures qui ont toutes des règles, des philosophies et des enjeux vraiment différents. Je vais commencer par la plainte pénale parce que c'est la plus évidente et c'est la plus connue de l'opinion publique. C'est la procédure qui vise classiquement à déterminer si une infraction a été commise. Donc, si un crime ou un délit, en ce qui nous concerne, en fonction de la gravité des blessures, peut être retenu, et surtout si une personne physique déterminée peut en être tenue pour responsable. C'est vraiment 2 critères qui sont nécessaires pour que la procédure aboutisse. Il faut que le tireur puisse être identifié. Il n'y aura pas de procès pénal, il n'y aura pas de responsabilité pénale, il n'y aura pas une procédure qui ira à son terme si on n'identifie pas le tireur. Et 2, que la façon dont l'arme elle a été utilisée puisse recevoir la qualification de fait de violence. Et là, il y a de nombreuses embûches, mais je crois qu'on en parlera encore plus plus tard, parce que je vois qu'il y a un temps qui est prévu sur la légitime défense notamment. Donc, c'est une procédure qui est très difficile à mener, qui est très longue. La première démarche à initier, c'est de déposer plainte. On nous a cité tout à l'heure des exemples où l'IGPN vient directement à l'hôpital, mais on a plutôt tendance, nous autres avocats, à recevoir des personnes dans nos cabinets pour lesquelles personne ne s'est manifesté. Et il faut absolument déposer plainte pour qu'il y ait une enquête.
j'ai l'impression que le paradigme, il est un peu renversé par rapport aux infractions de droit commun. Quand il y a des dégradations, par exemple, en manifestation, la police va enquêter et ensuite, on va aller voir l'enseigne commerciale pour lui demander si elle souhaite déposer plainte, si elle souhaite faire valoir son préjudice. Là, c'est le contraire. Si la personne blessée, elle se mobilise pas, sauf exception, sauf blessure particulièrement grave, l'action publique va pas être engagée et le procureur va pas diligenter une enquête de lui-même. Voilà, dans la représentation commune qu'on s'en fait, il faut aller déposer plainte dans un commissariat ou dans une gendarmerie. Nous, autres avocats, c'est quelque chose que l'on déconseille formellement, de surtout pas aller seul le lendemain de sa blessure, le surlendemain dans un commissariat. Déjà parce que ça va être un traumatisme incroyable et je pense que c'est impossible de pouvoir faire face aussi rapidement à l'autorité qui est responsable de ces mots et en plus parce qu'il y a un vrai risque pour la procédure après, parce que la plainte, elle peut être mal prise. Parce que le fonctionnaire qui est de permanence ce jour-là pour prendre les plaintes, il y connaît pas grand-chose, parce que ça l'intéresse pas beaucoup, parce qu'il pose pas les bonnes questions, parce que la personne elle est confuse, elle est pas accompagnée, et qu'ensuite toutes les petites imprudences, toutes les petites finesses qui manquent dans ce dépôt de plainte, ça pourra être utilisé contre la personne ensuite pour disculper son auteur notamment. Donc on recommande vivement d'écrire au procureur de la République pour déposer cette plainte, accompagné d'un avocat, avec dès le moment de cette plainte, un début d'éléments de preuve, des éléments médicaux, des certificats de témoins, des éventuels témoignages, ce qui permet de jalonner la procédure et de nous pouvoir en maîtriser les termes. Et c'est à l'issue, et ensuite, sur réception de cette plainte, le procureur va désigner des enquêteurs et faire en sorte qu'il y ait une enquête. À l'issue de cette enquête, il décidera s'il y a des indices suffisants pour qu'il y ait un procès. C'est très rare, vous l'avez bien compris, s'il considère qu'il doit classer le dossier sans suite ou si le dossier doit se poursuivre sous l'égide d'un juge d'instruction. S'il y a un classement sans suite, on peut faire, c'est ce qui nous a été exposé tout à l'heure, un dépôt de plainte entre les mains d'un juge d'instruction. Je simplifie vraiment à l'extrême parce que le but, c'est pas de vous faire un cours de procédure pénale. Si vous avez des questions spécifiques, je pourrais y répondre plus tard. Mais il y a des mécanismes très généraux qu'on retrouve de façon presque générale dans toutes ces procédures et des obstacles qui se présentent aux personnes victimes, aux personnes blessées dans le cadre de la procédure pénale. Et c'est ça qui me semble plutôt intéressant d'évoquer avec vous aujourd'hui. De façon presque systématique, on se rend compte que les enquêtes, elles se limitent au strict minimum. On a très peu d'initiatives des enquêteurs qui sont pas du tout volontaires dans la recherche de la preuve et qui vont se limiter aux actes d'enquête élémentaires. Le procureur leur demande de faire une enquête, ils vont la faire. Ils vont faire une audition de la personne victime. Ils vont solliciter les fameuses fiches d'usage des armes dont on a parlé tout à l'heure. Bizarrement, elles vont jamais être remplies, on va s'en contenter. Voilà, ça va être des éléments de preuve et des éléments d'enquête vraiment minimaux et ça, c'est quelque chose qu'on constate dans toutes les procédures. Des procédures qui sont souvent très 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 lentes, avec le risque attaché de dépérissement des preuves, parce que c'est pas une priorité de politique pénale. Les priorités de politique pénale, elles sont définies par le procureur. C'est souvent dans toutes les villes les cambriolages et les violences conjugales. Sinon, on ne donne pas trop de délai d'enquête et forcément, au bout de quelques mois, il y a plus de vidéosurveillance. La mémoire humaine est forcément évidemment altérée de détails et les enquêtes perdent en qualité et ça c'est un obstacle également systématique dans les enquêtes. Autre point commun à toutes les enquêtes pénales, les auditions des témoins, les auditions des mises en cause qui n'amènent finalement pas grand-chose. Quand on parle des témoins, c'est les collègues du policier qui a pu tirer ou les collègues gendarmes parce qu'il y a un verrouillage total de la parole. C'est un milieu professionnel dans lequel il y a un fort sentiment de corporatisme et un sentiment aussi de légitimité de l'action qui est très fort. Et il y a des cas où ils vont dire qu'ils n'ont rien vu, qu'ils n'ont pas été témoins. Il y a même des cas où on va constater qu'ils exagèrent. J'ai une anecdote, j'ai un dossier où les forces de l'ordre nous disent ce tireur est excellent, il est vraiment très compétent, il a un sang-froid de dingue. C'est vraiment pour ça que c'est lui qui avait le LBD entre les mains ce jour-là. Vraiment, j'ai 17. J'exagère un peu moi aussi. J'ai entre 5 et 10 auditions de ses collègues qui nous disent vraiment c'est un homme de sang-froid. Très bien, dont acte. Je creuse un peu le dossier et je me rends compte que c'était son premier jour d'usage d'armes. C'est la première fois qu'il avait un LBD entre les mains. Donc en fait, voilà, les collègues ont tendance à en rajouter et au contraire amener des éléments supplémentaires. Et un autre lieu commun, malheureusement plus difficile encore de ces procédures, c'est un processus de culpabilisation incroyable de la victime.
alors qu'elle devrait être évidemment reconnue comme telle dès qu'elle met le pied dans un commissariat ou dans un tribunal. Elle se sent immédiatement jugée, elle se sent responsable de ce qu'elle a subi et il lui est posé beaucoup de questions en ce sens. Pourquoi elle était là? Qu'est-ce qu'elle faisait avant? Qu'est-ce qu'elle faisait après? Même si elle a rien fait, pourquoi il y avait des gens là-bas qui faisaient quelque chose, pourquoi vous n'êtes pas parti? Et tout ce processus-là, en plus de singulièrement handicaper l'enquête, parce que ça va être utilisé ensuite pour disculper l'auteur, ça participe pleinement du traumatisme ensuite. Et les violences judiciaires, la violence institutionnelle de l'enquête, c'est quelque chose qu'il faut vraiment pas occulter. Ça fait vraiment partie du processus judiciaire. Donc en pratique, il est vraiment difficile et pas du tout de tout repos de mener à son terme et de façon victorieuse une procédure pénale. Au demeurant, pour les cas très exceptionnels où une procédure pénale va à son terme et où un procès a lieu, un tireur est identifié, le procès devient lui-même une étape vraiment très compliquée. Et là encore, il faut l'avoir en tête quand on accompagne des personnes. Le procès, il va souvent se terminer, s'il y a une sanction pénale, par une sanction pénale qui est incroyablement symbolique et qui n'a rien à voir avec les peines qu'on a l'habitude de connaître pour des faits similaires. Donc c'est voilà, il faut aussi pas tant sacraliser le procès. Je pense qu'il faut s'attendre au fait que ça va aussi être une étape difficile. En parallèle de la procédure pénale, après la procédure pénale ou en alternative, il y a aussi la procédure devant le tribunal administratif. Alors c'est pas du tout le même objet. C'est pas une responsabilité individuelle, c'est pas une responsabilité du tireur, c'est une responsabilité de l'État qui va être tenu pour responsable de l'infraction, enfin qui va être tenu pour responsable des conséquences de la blessure, c'est-à-dire qui va être condamné à indemniser la personne. C'est une procédure écrite, il n'y a pas d'enquête des services de police, c'est des échanges de mémoires écrits, de pièces écrites. Ça peut être un peu frustrant pour la personne victime qui a des fois besoin du cérémonial du procès et de l'enquête pour venir consacrer la violence de ce qu'elle a subi, mais qui présente aussi plusieurs avantages. C'est beaucoup plus facile d'obtenir une décision favorable du tribunal administratif qu'une décision d'un tribunal judiciaire. C'est vraiment, il y a il y a plusieurs régimes de responsabilité qui nous permettent d'avoir des décisions favorables, même si on peut avoir des cas de réduction de l'indemnisation. En pratique, c'est vraiment beaucoup plus simple d'obtenir une décision favorable. Et à mon sens, un des autres bénéfices de cette procédure, c'est dans la portée symbolique de la décision à intervenir, parce qu'elle retient que c'est l'État qui doit indemniser la personne blessée. C'est plus une responsabilité individuelle, c'est plus un mouton noir qui a une arme entre les mains et qui l'a mal utilisée. Et on s'écarte de cette possibilité de stigmatisation. Ça a aussi du sens pour moi parce que ça permet de prendre de la distance avec le mythe universel du monopole de la violence physique légitime qui serait entre les mains de l'État. J'ai beaucoup de mal avec ce monopole qui est sans cesse évoqué et qui est sans cesse allégué. L'État, il n'a pas de monopole à la violence, il s'en revendique, il l'utilise souvent médiatiquement, mais comme tout le monde, il a un cadre légal qu'il doit respecter. Il n'utilise pas la violence n'importe comment. Il n'a pas un blanc-seing à mutiler et à blesser les gens, et ça a du sens de consacrer la responsabilité de l'État. Donc voilà, c'est une procédure qui pour moi présente ces avantages-là. Néanmoins, c'est assez long, néanmoins c'est assez frustrant. C'est aussi frustrant parce que les juridictions administratives, elles ont tendance à retenir un régime de responsabilité sans faute de l'État, le régime de la responsabilité du fait des attroupements. L'État, civilement, est responsable de tous les dommages qui sont causés à l'occasion d'un attroupement. Ça va de la vitrine du commerçant qui est brisée aux manifestants qui sont blessés. Et on avait des ambitions juridiques quand on a commencé à envisager la procédure administrative, qui était de faire qualifier les armes utilisées d'armes dangereuses. Parce qu'il y a un régime juridique qui est spécifique et on avait des ambitions juridiques par rapport à ce statut. Ça a pu être possible pour Pierre pour le LBD 40. Ça a été possible récemment. Le tribunal administratif de Toulouse a retenu qu'une grenade était une arme dangereuse. Néanmoins, en pratique, les tribunaux administratifs, ils balayent rapidement ce régime. Ils l'évoquent même pas. Ils se contentent de retenir une responsabilité sans faute et ça perd aussi en sens. Très rapidement, parce que je crois que j'arrive à la fin, on a une dernière procédure qui est la commission d'indemnisation des victimes d'infractions que l'on peut saisir pour que soit mis à la charge du fonds de garantie une somme à payer pour indemniser la personne.
là, c'est pas une responsabilité de l'État, c'est pas une responsabilité du terreur, c'est une indemnisation pour une personne victime. Une victime d'une infraction pénale, une victime d'une ITT supérieure à 1 mois peut solliciter cette indemnisation. C'est une procédure qui peut être utile parce qu'évidemment qu'il y a de nombreux frais pour les personnes blessées. Par contre, c'est à elle d'apporter toutes les preuves. Et évidemment que le fonds de garantie pinaille beaucoup et dénie à chaque fois que c'est possible sa responsabilité pour ne pas avoir à payer et le signifie par écrit en plus, ce qui constitue un processus très froid et très violent pour les personnes qui reçoivent ces courriers. Donc, en conclusion, même si j'ai survolé tout ça très rapidement, on pourra y revenir si vous le voulez, j'avais vraiment envie de vous montrer qu'il y a de nombreux obstacles qui se présentent aux personnes blessées dans leur démarche judiciaire, que celles-ci, elles peinent et qu'elles luttent, et que c'est un processus très lourd, et que nous, en tant qu'avocats, évidemment qu'on a cette espèce de savoir juridique qu'il nous faut maîtriser, qu'on doit les accompagner. C'est des procédures qui sont parfois assez techniques, mais que notre rôle aussi, c'est de vraiment les assister dans ces démarches, d'avoir bien conscience de toutes ces difficultés et ces enjeux-là, et de les prévenir en amont et de bien les accompagner à chacune des étapes, parce que la violence, elle est aussi judiciaire et il ne s'agirait pas de l'oublier. Bonjour à tous, Ariel Imi, donc je fais partie de la Ligue des droits de l'homme, je suis également avocat, et la Ligue des droits de l'homme intervient sur un grand nombre de sujets de droits et de liberté, notamment la défense du droit de manifester et son pendant, la réduction ou l'encadrement du maintien de l'ordre. Et comme vous le savez, il y a eu énormément de violences policières commises dans le cadre du maintien de l'ordre, pas uniquement pendant le mouvement des Gilets jaunes, bien avant, depuis toujours, on peut dire même. On se souvient en 77 de Vital Michalon, à Creil-Malville, qui est décédé à la suite d'un tir de grenade au FF1. C'est une grenade militaire. L'équité sociale, on vous en a déjà parlé aujourd'hui, c'est une grenade qui contenait, puisqu'elle n'existe plus aujourd'hui, de la TNT, 70 grammes de TNT, donc un explosif qui tue tout simplement, avec l'effet de souffle qu'on appelle le blast. Et cette grenade a également tué un autre militant écologiste en 2014, en octobre, la nuit du 26 octobre 2014. Il s'agit bien évidemment de Rémi Fraisse. Là aussi, la Ligue des droits de l'homme est intervenue pour soutenir la famille. Donc il y a un soutien aux familles de la part de la Ligue des droits de l'homme. Il y a également un travail d'enquête, puisque la Ligue a à chaque fois, dans ses décès, fait des enquêtes citoyennes pour essayer de contrebalancer les enquêtes de police. On va en dire quelques mots des enquêtes de police. Chloé en a dit déjà quelques mots, mais il est vrai qu'il y a un contre-pouvoir citoyen qui peut se mettre en place, notamment avec la Ligue des droits de l'homme, mais pas que, et qui vise à essayer de récupérer des témoignages, ceux que la police et les juges ne vont pas forcément chercher, ou ne veulent pas forcément aller chercher, parce que oui, dans ces affaires, la justice fait en sorte, par l'intermédiaire de la police, de l'IGPN ou d'autres services encore, d'éviter d'avoir à trouver la vérité. Elle ne souhaite pas de cette vérité parce que, évidemment, ces violences impliquent des membres du corps judiciaire et de l'État de manière générale. Donc, c'est l'importance d'avoir une association comme la Ligue des droits de l'homme qui permet, avec d'autres associations, de travailler pour faire la collecte de témoignages et de preuves. Ça a été le cas dans l'affaire de Rémi Fraisse, et ce rapport a été d'abord rendu public avec une conférence de presse. Ça permet de discuter dans la société civile de ce que sont les violences policières. Il y a une grande évolution depuis 2015 et depuis le décès de Rémi Fraisse de l'appréciation qu'on peut avoir des violences policières. Elles ont bien évidemment toujours existé. Des violences d'État, de manière générale. Pendant très longtemps, juste pour reprendre la question de l'alternative entre l'enquête judiciaire, le dépôt d'une plainte devant un tribunal ou devant le procureur de la République ou devant un juge d'instruction, la saisine d'un juge administratif, la saisine de la CIVI pour une indemnisation, la Ligue des droits de l'homme pense qu'il ne s'agit pas vraiment d'alternative, qu'on peut tout faire en même temps. Et qu'il n'y a pas d'incompatibilité. Pendant très longtemps, on a pensé que il ne servait à rien de saisir le juge pénal.
Et on avait un peu raison en ce sens, puisque effectivement, la plupart du temps, lorsque des victimes de violences d'État ou des violences policières saisissaient un juge pénal, ça n'aboutissait strictement à rien, puisqu'évidemment, il y avait la justice elle-même couvrait et asséchait la possibilité de vérité judiciaire. Et à la fin, on avait des victimes et des familles de victimes qui se retrouvaient avec rien du tout, et avec encore plus de frustration et de colère et d'aigreur. Il se trouve que depuis le décès de Rémi Fraisse, un petit peu avant peut-être, avec la quantité de violences qui sont apparues pendant le mouvement de la loi travail, mais également pendant le mouvement des Gilets jaunes, et évidemment la prise de conscience généralisée des violences qui existaient dans les quartiers et qui existaient depuis toujours, mais dont la population a commencé à prendre conscience. Eh bien, il y a eu un travail de différents militants, dont beaucoup sont présents ici, avec des angles de travail différents, hein, avec des aspects de travail et de regard différents sur les violences policières, mais des travaux qui ont convergé. Et on a eu une prise de conscience, je pense que tout le monde a pu le constater, de ce que pouvait être et de la dangerosité de manière générale pour la démocratie, pour tout un chacun, de ce que pouvaient représenter les violences policières, de ce que c'était un outil évidemment de répression qui était utilisé par l'État pour éteindre toutes les paroles, qu'elles soient politiques ou citoyennes. Et donc il y a eu ce débat des violences policières qui s'est instauré dans la société civile et dont on parle pratiquement tous les jours, et vous avez pu le constater, y compris pendant des élections, alors que les dernières élections législatives, l'un des thèmes et des leitmotifs, c'était la police tue. Jamais, enfin à mon sens, jamais dans les élections des 50 dernières années, un tel discours n'aurait pu transparaître ou apparaître, ou on n'aurait jamais pu concevoir de dire qu'un candidat puisse dire la police tue et que les médias puissent embrayer et discuter de la chose. Alors certes, la plupart du temps pour essayer de contester cette expression, mais en tout cas ça permettait un débat et de constater que effectivement les violences policières sont devenues un sujet majeur de la société. La Ligue des droits de l'homme y a contribué avec toutes les organisations qui sont ici représentées. Et puis elle a un deuxième outil qu'elle a créé, notamment avec le SAF, qui sont les observatoires, c'est-à-dire les observatoires des pratiques policières ou des libertés publiques. Il y a des noms un peu différents, qui ont également émergé depuis 2015 à peu près. C'est quoi? Ce sont des regroupements de citoyens avec la Ligue des droits de l'homme, le SAF, quelquefois avec d'autres organisations sur le territoire, qui ont décidé de venir observer le maintien de l'ordre, et de venir voir ce qui s'y passait, de venir voir comment la police interagissait avec les manifestants pour essayer de documenter, de filmer et de permettre également d'informer la population, mais également quelquefois de permettre une résolution judiciaire. Pourquoi? Parce que, et c'est le deuxième point que je vais aborder et qui va rejoindre un petit peu l'exposé suivant, c'est on a quand même si on a des avancées majeures d'un point de vue judiciaire et qu'aujourd'hui, parce qu'il y a eu ce travail et parce qu'il y a eu de plus en plus de plaintes pénales, une prise de conscience par les juges de la nécessité d'enquêter et voire d'enquêter correctement et de poursuivre des policiers ou des gendarmes ou d'autres personnes dépositaires de l'autorité publique devant les tribunaux. Il y a ce mouvement-là qui existe. C'est aussi parce qu'on y a été. Et c'est aussi parce que les juges ont pris conscience de la chose. Parce que plus il y avait d'enquêtes, plus on parlait avec eux, et plus ils comprenaient que c'était vraiment un sujet majeur. Et donc, la difficulté néanmoins, c'est qu'ils travaillent avec un organe qui s'appelle l'IGPN ou l'IGGN, qui est un organe d'étouffement de la vérité judiciaire. Parce que ce sont des policiers ou des gendarmes qui enquêtent sur des policiers ou des gendarmes. Et qu'en plus, ils ont une tutelle du ministère de l'Intérieur. Ils dépendent du ministère de l'Intérieur. Et donc, bien évidemment, c'est compliqué. Il y a une double type d'enquête à l'IGPN et à l'IGGN. Il y a une enquête judiciaire, soit sous la responsabilité du procureur de la République en enquête préliminaire, soit sous la responsabilité d'un juge d'instruction lorsqu'il y a une instruction qui est ouverte. Mais il y a également les enquêtes de type déontologique qui sont, elles, sous la responsabilité du ministère de l'Intérieur. Souvent,
le ministère de l'Intérieur ouvrait une enquête déontologique pour, avant même le procureur, le juge ou les victimes, savoir ce qui se passait et communiquer avant les victimes et empêcher la manifestation de la vérité. Ce qui se passe, c'est que les juges se sont rendus compte néanmoins que l'IGPN, à force de scandales, à force de mensonges, je songe à des affaires comme celle de Geneviève Leguet où les autorités publiques ont été démenties. À Nice, c'est cette dame de 74 ans qui a été poussée par des policiers. Le président de la République avait dit non, c'est pas vrai, elle n'a pas été poussée. Le procureur avait dit non, c'est pas vrai, elle n'a pas été poussée. Le Estrosi, etc. ont tous dit non. Il se trouve qu'ils avaient d'ores et déjà, en tout cas pour le procureur, les vidéos qui montraient la réalité, c'est-à-dire qu'elle avait été poussée par un policier et qu'ils ont essayé d'éteindre la vérité. Donc, il y a eu une succession de scandales. Cédric Chouviat, également, qui a été tué à Paris, étranglé par des policiers. On avait dit qu'il avait eu un malaise cardiaque. Rémi Fraisse, pour y revenir, avec les grenades, on avait dit qu'au départ, on avait retrouvé un simple corps sur la zone de Sivins, faisant entendre que ça pouvait être une mort naturelle, voire autre chose. Vous voyez la logique du mensonge systématique qui est organisée à chaque fois qu'il y a une violence policière par l'État, parfaitement organisée, avec des obstructions à la manifestation de la vérité, avec l'organisation du mensonge, hein, et les concertations entre les forces de l'ordre. Donc, on sait, les juges d'instruction, qui sont, eux, un petit peu plus indépendants quand même que les procureurs, se sont rendus compte de ce que leur outil, c'est-à-dire ceux qui vont enquêter pour eux, leur mentait et participer du mensonge. Et par exemple, j'ai des cas où l'IGPN retranscrit mal des vidéos ou des audios ou des radios pour éviter d'incriminer les policiers qui font l'objet de l'enquête. Et donc le juge, il récupère ça et il voit pas ce qu'il aurait dû voir parce que l'IGPN lui a menti, tout simplement. Donc d'ailleurs, maintenant, il y a des instructions, on a déposé des plaintes contre l'IGPN pour paralyser, finalement, la capacité de mensonge de l'IGPN. Et vous voyez, progressivement, on avance et on essaye de transformer l'institution judiciaire. Et ça fonctionne. Il y a de plus en plus de mise en examen de policiers. Et là, on parle, si on parle de grenades ou de LBD dans le mouvement des Gilets jaunes, on songe bien évidemment à Jérôme Rodriguez sur la place de la Bastille. Souvenez-vous, là aussi, le ministère de l'Intérieur avait menti en disant qu'il n'avait pas été touché, ou en tout cas que c'était pas une arme de la police. Finalement, si. Il y a eu des reconstitutions, il y a eu les moyens de preuve qui ont avancé également, et c'est pour ça qu'on a commencé à travailler avec Index qui fait les reconstitutions numériques. C'est un nouvel outil, d'ailleurs, qui ne sert pas que pour les violences policières, mais maintenant qui commence à devenir un moyen de preuve généralisé pour les juges d'instruction et pour l'institution judiciaire. Juste pour vous dire qu'avec la Ligue des droits de l'homme, on a fait ce travail au fur et à mesure pour permettre finalement que la justice fonctionne mieux et prenne conscience de ses failles. Ça avance bien. Je dis pas que tout est super, parce qu'il y a encore malheureusement beaucoup trop de classements sans suite. Il y a encore beaucoup trop de non-lieux. Il y a encore des difficultés sur la jurisprudence en matière d'indemnisation par la CIVI. Mais on avance par rapport à il y a 5 ou 10 ans. C'est ce travail-là qui n'implique pas non plus qui implique la possibilité aussi de saisir le tribunal administratif. Maintenant, c'est vrai que la question aujourd'hui, pour en terminer avec mon exposé, à une époque, on faisait le distinguo entre tribunal administratif et juge judiciaire. Tribunal administratif, on reconnaissait la responsabilité de l'État. On se rend compte, comme Chloé le disait, que le juge administratif, finalement, il reconnaît une responsabilité sans faute, c'est-à-dire pas de responsabilité de l'État. Pas de faute de l'État, tout au moins. Et en matière judiciaire, on commence à arriver à un point, c'est la prochaine étape, où on commence à avoir des responsabilités hiérarchiques et il y a de plus en plus de dossiers où des donneurs d'ordre sont mis en examen et renvoyés. Je songe d'ailleurs au dossier de Geneviève Leguet où un commissaire donneur d'ordre va être mis en examen et va être renvoyé devant le tribunal correctionnel. Mais bien d'autres dossiers, où on songe à des préfets, dans tous les dossiers de Gilets jaunes à Paris, comme le préfet l'Allemand ou d'autres encore, qui risquent sous peu d'être mis en examen. On voit aussi cette avancée dans le cadre de la justice pénale, dont on peut se féliciter, même si pour l'instant, on est encore loin du compte et le combat est encore long.
Bon, moi, je suis l'invité surprise. J'avais pas prévu d'être là et je suis là quand même. J'avais prévu juste d'être public et apparemment, donc on n'a pas beaucoup communiqué au sein d'Index entre nous et Francesco n'a pas pu venir. Et du coup, au pied levé, je le remplace. Donc, je m'excuse si je n'osais pas être super complet, mais je vais faire de mon mieux. Donc, je trouve que c'est très intéressant de passer après des avocats parce que dans les affaires juridiques, on cherche à avoir la manifestation de la vérité et ensuite à juger de cette. Les juges vont juger de cette vérité, vont mettre un verdict sur cette vérité qui se manifeste. Et pour la manifestation de la vérité de manière générale, sans rentrer dans les affaires déjà de violence policière, ça peut être très compliqué. La mémoire humaine a des failles. On peut ne pas se souvenir exactement de ce qui s'est passé. Les témoignages ne sont pas fiables en soi. Les sociologues et les psychologues ont fait de nombreuses études. Vous avez sans doute vu l'expérience du singe et du basket, par exemple. Si vous connaissez pas, il y a le jeu du ballon et singe. Vous tapez sur Internet. Il y a quelqu'un qui est déguisé en singe qui fait le singe devant des gens qui se font des passes. Bon, j'ai spoilé. Et 90% des gens ne se rendent même pas compte qu'il y a un singe qui apparaît à l'image s'il suit le ballon. Donc, quand on est concentré sur une chose, on voit pas le reste. Donc, un témoignage en soi n'est pas déjà fiable tout le temps. Si en plus on ajoute toutes ces obstructions qui viennent d'être mentionnées, ça rend les choses extrêmement compliquées pour la manifestation de la vérité et pour pouvoir obtenir justice dans des affaires de violence d'État. Et parmi les outils, les armes qu'on peut donner aux avocats qui vont défendre les victimes dans ces affaires de violence policière, de violence d'État en général, il y a un nouvel outil numérique, c'est un peu une révolution, comme les policiers avaient eu leur révolution avec les Bertillonnades. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de la police. Il y avait Bertillon qui était très connu pour avoir ses fichiers anthropomorphiques, ses doigts, etc., les empreintes de doigts, etc. Maintenant, on a de nouveaux outils numériques. Et c'est intéressant parce que on peut retourner. Il n'y a pas que la police qui peut utiliser les outils numériques dans ses enquêtes. Les citoyens aussi peuvent s'organiser et des agences d'experts se sont également montées. Alors ici, je vais parler d'abord d'une agence un peu historique qui est très intéressante, qui a été créée en 2010 à Londres, qui s'appelle Forensic Architecture, qui s'est montée donc à l'université de Londres avec des universitaires qui étaient principalement dans le domaine de l'architecture et qui utilisaient des modèles 3D pour étudier les affaires de violence policière. Et donc, ils se sont principalement intéressés à des affaires qui avaient lieu en Israël, Palestine, un conflit palestinien, etc. aussi. Et ça rejoint un domaine un peu plus large, qui est celui du renseignement open source, dont j'aimerais bien vous parler aussi. Donc, qui recouvre pas tout à fait ce qui se fait dans ce domaine-là. Alors, le renseignement open source, ça consiste tout simplement à récupérer des informations publiques dans le domaine public, type des vidéos postées de liveurs sur Facebook, sur YouTube, etc., et de pouvoir les exploiter pour en tirer des informations. Ça, c'est le renseignement open source. L'agence la plus connue dans le domaine, c'est Bellingcat, qui intervient, par exemple, dans les conflits, c'est des choses majeures. Par exemple, dans le conflit récent entre Ukraine et Russie, ils interviennent pour documenter les différents crimes contre l'humanité, qui pourraient être ou les différents crimes pour les cours. Ils documentent tout ça, ils récupèrent les vidéos, ils les localisent, ils les géolocalisent, etc. Donc il y a tout un travail qui est fait avec les outils numériques pour récupérer du renseignement. Dans les affaires de violence d'État, il y a une partie qui peut être du renseignement de source ouverte, parce qu'on peut récupérer des vidéos du moment de ces violences sur les réseaux sociaux. Et il y a des choses qui ne sont pas accessibles au public. Donc ce n'est pas que du renseignement open source qui est fait. On peut récupérer, par exemple, dans un dossier d'instruction, si on travaille avec un avocat, on peut récupérer les documents qui sont à disposition de l'avocat, des caméras de surveillance, des choses comme ça, on peut exploiter cela. Donc, on va utiliser l'ensemble de ces vidéos, de ces documents qui sont disponibles. Et donc, Forensic Architecture, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont faire des modèles 3D et tester différentes hypothèses, tester des versions, confronter des versions, vérifier si ça correspond à la réalité, essayer d'établir les faits avec ces modèles 3D. Et sur ce modèle-là, en fait, moi j'ai été invité, on va dire comme expert sur une affaire un peu marginale sur ça, qui était une affaire qui avait lieu au Chili sur les gaz lacrymogènes, où Forensic Architecture m'a sollicité parce que j'étais intervenu, j'ai fait un gros dossier sur les gaz lacrymogènes, et ils avaient essayé de quantifier quelle est la quantité de gaz lacrymogène qu'il y a dans l'air, parce qu'en fait les outils de mesure coûte extrêmement cher. On peut très difficilement mesurer quelle est la concentration de gaz lacrymogène dans l'air. Donc tout à l'heure, il y avait la question, il y a toujours les gens qui disent « Ah, mais les gaz lacrymogènes, c'était plus violent là, c'était moins violent là. » C'est pas la grenade qui est changée. C'est la concentration qu'il y a dans l'air
qui dépend du nombre de grenades qui sont lancées, qui dépend du lieu, de la pression atmosphérique, de la température, etc., etc. Et donc, on peut être exposé à des doses qui peuvent être très dangereuses ou moins dangereuses. Et donc, dans ce cadre-là, pour vous donner un exemple de ce qu'a fait Forensic Architecture, ils ont fait un petit modèle 3D avec un physicien spécialiste de la mécanique des fluides, de la dynamique des fluides. Ils ont fait des modèles. Et ils ont vérifié si ces modèles permettaient de reproduire les particules qu'on avait à l'image. On voit un nuage de gaz. Si on arrivait à reproduire le même nuage grâce à des modélisations mathématiques par informatique sur le lieu en tenant compte de tous ces paramètres. Ils ont réussi à faire un modèle qui matchait parfaitement avec ce nuage de gaz, et donc ils ont pu mesurer une concentration théorique, d'après ce modèle, du gaz lacrymogène qu'il y a dans l'air, par exemple. Donc ce sont des outils vraiment d'expertise très très pointus, qui peuvent être faits avec des scientifiques, avec des universitaires, et qui permettent d'établir certains faits, de récupérer des informations, d'avoir des paramètres dont on ne dispose pas au départ, et qui permettent d'aider à des jugements. Ici, dans l'affaire à laquelle j'ai contribué au Chili, ça a permis à tout un quartier de porter plainte contre le gouvernement par rapport à l'usage des gaz lacrymogènes. Le quartier de la Plaza Dignidad a porté plainte. Donc, ce genre d'affaires a permis donc de lancer des choses, on va dire, dans d'autres pays. Et en France, on n'avait pas vraiment d'agence. Et il se trouve qu'une des personnes qui travaillait à Forensic Architecture est française et avait envie de lancer quelque chose en France. Et donc, il m'a contacté en disant, tiens, toi, tu as fait une expertise une fois pour Forensic, ce serait bien que tu sois aussi dans l'équipe. C'est comme ça que j'ai rejoint cette équipe sans avoir vraiment d'expertise dans le domaine. Et donc, il a créé, Francesco, c'est Brigondi, qui a créé une ONG qui s'appelle Index. Donc, je vous invite à regarder le contenu. Il y a aussi un petit exposé dans la salle à côté, hein, que vous pourrez regarder un peu ce qui est fait, qui a travaillé sur différentes affaires de violence d'État en France. On pense à l'affaire... il y a Ziad Redouane, il y a Adama Traoré, Gaye Camara, il y a plein de petites affaires, Adnan Nassi. Donc il y a plusieurs affaires où ça a souvent été sorti par la presse. Parfois, ça peut se faire directement à la demande d'un juge d'instruction, comme dans le cas de l'affaire Steve Maia Canisso. Et où une reconstitution 3D avec du frame match va être faite, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire correspondre les images vidéo, des caméras de surveillance ou des gens qui ont filmé les scènes, avec un modèle tridimensionnel. Et on va pouvoir vérifier, établir des faits, vérifier les versions policières, vérifier les versions des témoins, etc., tester des hypothèses, faire une forme de reconstitution, et puis obtenir des informations, tirer des informations. Parfois, ça va pas être conclusif, on ne va pas avoir de résultats derrière, on peut faire des choses sans y arriver. Parfois, on peut montrer que des versions policières sont incompatibles entre elles, donc il y a au moins un des policiers qui se trompe dans son témoignage ou qui ment dans son témoignage. Voilà. Donc on peut arriver à établir un peu plus la vérité grâce à ça. C'est un outil qui fait partie d'une batterie d'outils modernes, hein, mais qui est extrêmement puissant, je trouve, pour établir la vérité, parce qu'il est très objectif. Permet d'avoir une certaine neutralité. D'autres acteurs commencent à apparaître. Je pense à Yann, je sais plus où il est, mais qui a de Désarmons-les, qui est en train de lancer Génie pour un NGO. Donc, je vous invite aussi à regarder ce qu'il fait. Il n'y a pas de concurrence. Chacun travaille un petit peu comme il peut avec les outils qu'il a. Il y a peut-être des lignes qui sont un peu différentes. Index a plutôt une ligne d'être vraiment neutre. C'est une expertise totalement indépendante. Génie souhaite travailler un peu plus directement avec les familles de victimes et les victimes, etc. directement, ce qui risque parfois, certains pourront le reprocher peut-être dans les procès, j'en sais rien, moi je trouve que c'est pas très légitime de reprocher ça à des gens de vouloir faire une expertise si les faits sont objectivement présentés, il n'y a pas de quoi le reprocher. Mais bon, pour avoir une certaine crédibilité, ça peut être difficile dans certains jugements. Donc il y a différentes approches qui existent, qui sont complémentaires les unes des autres, qui permettent de travailler ensemble en bonne entente pour arriver à identifier, à vraiment mettre en place la vérité, à montrer la vérité, faire se manifester la vérité. Je pense qu'après, ce sera dans les mains des avocats, qui eux seront les meilleurs pour plaider les choses, hein, de se servir de ces éléments que les experts vont apporter pour pouvoir obtenir justice. On va bien sûr poursuivre par un petit temps d'échange, mais on voulait juste profiter là de votre attention pour vous dire qu'il y a une exposition à l'entrée de 3 artistes, Mordicus, Anita et Carlos Osorio Fuentes, qui essaie de retracer l'universalité des images de guerre que l'usage des armes mutilantes induit et qui se concentre, en tout cas, qui porte un message de
de résistance et de valorisation des différentes formes de lutte qu'on observe face à cet usage. Donc on vous invite à passer dans ce petit local qui est juste là à gauche, et il y a une projection d'index qui tourne en boucle. Si elle ne marche pas, venez nous chercher, on la remet en route. Voilà. Ah, alors, petite annonce sécurité flash info. Qui veut bien s'inscrire sur les créneaux de surveillance là-bas? Parce que on n'a plus personne et la manif en centre-ville va bientôt s'achever. Enfin, ça serait bien de... Super. Merci beaucoup. Eh ben, foire aux questions. Sur ma gauche. Ouais, non, c'était pas pour rebondir sur les procédures judiciaires, mais c'est plus un témoignage qu'une question, et notamment pour compléter ce que tu as dit, Chloé, mais du point de vue de la personne qui a été blessée par la police. Moi, j'ai fait les deux, en fait, la procédure administrative et la procédure pénale, et l'enquête indépendante. Mais bon, c'était avant les moyens technologiques, tout le tralala. C'est que voilà, comme ça a été dit, quand on est blessé par un tir de LBD, quand on est mutilé, on se retrouve tout de suite. On a une machine énorme qui commence à nous écraser tout de suite. C'est-à-dire que dans la presse, il y a évidemment la personne blessée est accusée d'avoir mérité ce qui lui arrive, d'être un casseur, etc. Mais c'est pas le plus important. Il y a toute une machine policière qui s'active tout de suite. C'est-à-dire que moi, j'avais 16 ans. Et dans les 48 heures après ma blessure, il y a des agents de l'IGPN, de la police des polices, qui sont venus dans la chambre d'hôpital, qui ont mis mes habits sous scellé, donc pour l'enquête, donc pas les armes de la police, mais moi, mes habits à moi, comme si c'était moi le suspect, et qui m'ont assailli de questions bizarres, genre ce que tu as dit quoi, qu'est-ce que tu faisais, si tu achetais des cailloux, on va le trouver, etc., etc. Alors qu'on est encore un peu dans le coton, quoi. Franchement, voilà. Donc on a bien pris acte, mais bon, j'avais déjà une petite sensibilité politique quand même. On a pris acte que de toute façon l'enquête ne serait pas menée, enfin clairement, ou alors à charge contre moi. Et donc, il s'avère que des amis de la famille faisaient du graphisme. Il y en avait un qui était prof de dessin dans une école d'art à Nantes, etc. Et donc, on s'est dit, on va reconstituer effectivement la scène du tir. Enfin, eux, ils se sont dit ça. Et donc, ce qui s'est créé, c'est pas un comité de soutien politique, blabla, c'était un groupe de travail. Donc, on a lancé un appel à témoins. On a recueilli 100 témoignages. C'était le début. Moi, c'était en 2007. Donc, vous voyez, il y avait encore les petits téléphones pourris. Mais on a réussi à recueillir une dizaine de petits bouts de vidéos comme ça. Et à partir de là, l'ami de la famille a réussi à reconstituer le plan de l'endroit où je me suis fait tirer dessus, un peu en modélisation dessin, et à recouper effectivement seconde par seconde la charge de la police, le moment du tir, etc. En fait, c'est nous qui avons mené l'enquête. Et c'est sans doute grâce à ça que le policier a été traduit en justice et il y a eu un procès. Parce que dans l'immense majorité des cas, il y a effectivement, comme tu l'as dit, tout simplement pas de procès pénal puisque on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas qui est le tireur et puis fermer le banc. Donc voilà, néanmoins, donc ça c'est pour le côté sympa. Le côté pas sympa du tout, c'est que évidemment ce flic a été relaxé malgré toute l'enquête qu'on avait menée. Le procès pour moi est une violence largement comparable au tir en lui-même. Je le dis clairement pour les personnes tentées d'en lancer des procédures. On est dépossédé totalement. C'est effectivement des techniciens et des experts balistiques, etc., qui placent leurs mots empoisonnés sur notre vécu, qui se réapproprient le truc, qui insinuent en permanence qu'en fait, je me serais baissé pour ramasser un caillou, enfin voilà, et que du coup, ils visaient le torse. Enfin, tout est piégé à tous les niveaux. Et le procès, c'est un grand moment d'écrasement de l'individu. C'est-à-dire que notre affaire, on n'existe plus, on n'a pas la parole, c'est des avocats, donc des spécialistes qui débattent entre eux, et en fait, on est écrasé. Et à l'arrivée, le flic a été relaxé. Alors, il a tiré, ça a été reconnu. Hein. Enfin, à la barre, il a dit « j'ai neutralisé la cible », je vous l'ai dit ce matin. Mais il avait obéi à un ordre non manifestement illégitime. Voilà. Donc, voilà. Mais sauf qu'on n'a jamais pu poursuivre la hiérarchie de ce policier. On a demandé ça a duré 5 ans, hein, cette histoire déjà. On a demandé pendant 5 ans à ce que la hiérarchie soit entendue. Elle n'a jamais été entendue. Par contre, au procès, il a été relaxé parce qu'il avait obéi à un commandement supérieur non manifestement illégal. Voilà, ça c'est pour le pénal, donc c'est formidable. Et encore, je le dis, à Nantes, on suit avec l'Assemblée des blessés plein d'autres gens. Il n'y a tout simplement pas d'enquête. Il n'y a pas de procès, il n'y a rien. Enfin, et pour la version administrative,
menée effectivement avec une équipe de Rouen, etc. On a réussi à obtenir qu'il y ait une décision avec l'État condamné, reconnaissance que le LBD est une arme, je cite, exceptionnellement dangereuse. Donc voilà, chouette. Sauf que dans le jugement, encore une fois, hein, la justice est un grand moment de dépossession. Il y avait un partage de responsabilité à 50%, c'est-à-dire que le tireur avait 50%, enfin l'État et donc le tireur avait 50% de responsabilité, et moi j'en avais 50 dans ma propre blessure parce que je ne m'étais pas désolidarisé suffisamment rapidement de l'attroupement. Donc ça, c'est 50% de responsabilité. Donc c'était scandaleux. Et là, ça faisait carrément 10 ans que j'étais dans la procédure. Franchement, j'en avais marre. Je voulais arrêter. Et à l'époque, Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur socialiste, a trouvé que même 50% c'était trop. Il a fait appel. Donc il y a une deuxième audience au tribunal administratif pour empêcher cette condamnation déjà minimale de l'État. Et il s'est bien planté parce qu'en seconde instance, on a obtenu 80% de responsabilité. Alors, sur quoi se basent les pourcentages? Voilà, là, j'avais plus que 20% de responsabilité dans ma blessure. Je sais toujours pas pourquoi, c'est pas expliqué. Mais on a obtenu ça. Et donc, ce jugement final, 2018, 11 ans de procédure, très coûteux, je vais pas vous mentir. Il y a ce paramètre-là hein, quand on se bat. Et donc, 2018, juillet 2018, on obtient ça. Novembre 2018, gilet jaune, le nombre de tirs de LBD explose toutes les limites, tous les plafonds jamais vus en France. Donc, je dis pas ça pour casser les démarches judiciaires, je dis ça pour relativiser un petit peu leur portée, hein, parce qu'on a obtenu cette condamnation et depuis, il n'y a jamais eu autant de mutilés. Néanmoins, c'est une carte qu'il faut jouer. Le procès pénal, c'est un spectacle. L'État se met en scène lui-même. Donc nous, on a cité des mutilés à la barre qui sont venus témoigner, qui sont venus dire c'est pas une bavure. Nous aussi, on a subi la même chose. J'imagine que les prochains procès de personnes mutilées par la police, ce sera la même chose. Donc c'est une carte parmi plein de cartes qu'on peut jouer, la lutte dans la rue, les emmerder financièrement, etc. Voilà. Désolé, j'étais un peu long, mais ça me semblait important de compléter. Voilà. Ouais, je vais embrayer. Donc, je fais partie du collectif Désarmons-les. Je voulais revenir donc sur ce que tu disais, Chloé, et ce que Pierre aussi vient de compléter, sur l'opportunité justement de porter plainte contre la police. Donc, il y a deux situations. Il y a la situation où on est blessé et donc on est conseillé, ou on décide seul d'aller porter cette plainte. Donc, évidemment, on conseille nous aussi de ne jamais aller porter plainte dans un commissariat, de faire ça avec une lettre, avec un avocat pour porter plainte directement au procureur. Il y a aussi la situation où on a été blessé alors qu'on est arrêté. Et donc, on va subir nous-mêmes un procès. Vous avez compris un petit peu comment ça se passe au niveau de la lenteur de la justice. Elle n'est pas lente de la même manière. Donc, vous serez jugé forcément avant les policiers, si jamais ils sont jugés. Donc là, évidemment, pour se préparer à l'audition IGPN, donc pour raconter les blessures qu'on a subies, il faut se préparer d'autant plus si on a un procès derrière. C'est-à-dire qu'en fait, l'audition IGPN va servir aux flics de l'IGPN pour dédouaner les flics qui vous ont blessé et pour vous incriminer dans l'affaire qui va être jugée contre vous. Donc c'est pour ça qu'on a édité plusieurs brochures à ce sujet-là, et notamment celle qui s'appelle « Conseils pratiques aux blessés et leurs proches », où on raconte un petit peu tout le parcours. On a fait même un petit schéma graphique pour résumer justement les différentes étapes, le pénal, l'administratif, la commission d'indemnisation. C'est donc sur notre site désarmons.net, mais aussi on le mettra à disposition sur le site du SAM, pour que justement n'importe qui puisse le télécharger, parce que récemment on a édité une nouvelle version qui est un peu plus complète. Voilà, donc ces brochures sont juste à côté, et donc on mettra à disposition sur le site du SAM très bientôt. Voilà. Oui, j'ai une question très courte et technique. C'est par rapport à ces contre-enquêtes et ces montages vidéo, en quelque sorte, avec les outils de forensic architecture et tout ça. Jusqu'à quel niveau ils peuvent être reconnus au niveau de la justice? Est-ce qu'il y a des avancées par rapport à ça? Est-ce que j'imagine qu'il faut fournir tout un tas d'informations, pas simplement la vidéo, mais comment elle a été obtenue, etc. Est-ce qu'on peut avoir des précisions là-dessus? Est-ce que ça peut avancer? Est-ce que c'est des choses sur lesquelles on peut s'appuyer? C'est une très bonne question parce que c'est variable déjà sur les situations. Alors ça, c'est je pense, un problème qui est propre à la justice ici. Dans certains cas, les faits, les expertises vont être contestés
Il va y avoir des débats, on va vouloir ne pas en tenir compte parce que tel expert, je veux pas le reconnaître, par exemple. Donc, il y a une lutte pour que l'expertise soit reconnue, rentre dans le dossier et qu'on en tienne compte déjà. Dans certains, alors, en France, Index est très récent. Ça fait un peu plus d'un an ouais, que ça sort. Donc, il y a des choses qui sont déjà bien exploitées, qui ont eu des conséquences. Il y en a d'autres qui ont été quasiment ignorées, qui n'ont pas eu beaucoup de conséquences judiciaires. Il y a des choses qui sont encore en cours. Donc, c'est variable. On peut pas dire à l'avance que ça va fonctionner, qu'on va obtenir un résultat. Il y a une enquête. Moi, je pense surtout à Jean-François Martin, qui a été ouverte. Parce que lui, alors c'était le cas typique qui a été présenté au début par Chloé, on n'avait pas identifié le tireur. Et grâce à ce type d'expertise, on a identifié le tireur et du coup, ça a été rouvert, l'affaire a été rouverte. Donc là, par exemple, on a une situation où maintenant, on a quelqu'un qui peut être inculpé ou on peut attaquer, etc. Mais bon, c'est pas toujours le cas, ça fonctionne pas à tous les coups, il n'y a pas de garantie, il faut tenter, il faut essayer d'appuyer et je pense que plus on le fait, plus on arrivera à des résultats. Je vais essayer de dire 2-3 mots aussi sur cette question. En fait, en matière pénale, la preuve est libre. Ça veut dire que vous pouvez faire votre propre expertise, notamment avec Index, et produire votre rapport d'expertise ou votre reconstitution numérique au juge. Et en principe, elle a une valeur. Maintenant, elle a un peu moins de valeur dans l'esprit des juges et de la justice que si c'est le juge lui-même qui va désigner un expert judiciaire et faire un rapport ou une reconstitution numérique. Le souci, c'est que c'est une technique qui est nouvelle en France, tout au moins, et que les juges, on essaye de faire un plaidoyer auprès de tous les juges qui sont saisis de dossiers de violence policière pour qu'ils fassent des expertises judiciaires, voire qu'ils désignent quelquefois Index pour faire des expertises judiciaires. Parce que il y en a un autre, il y a deux ou trois experts qui s'occupent et qui font ça pour la justice. Je vous donne simplement le coût de l'expertise tel qu'il m'a été annoncé il n'y a pas très longtemps par un juge. C'est 70 000 € pour faire l'expertise. Donc la justice elle-même hésite quelquefois à faire désigner un expert parce que ça coûte une blinde et qu'ils n'ont pas forcément les moyens. Et c'est malheureusement la limitation de cette expertise. En revanche, oui, ça ouvre des nouvelles portes dans la justice. On parlait tout à l'heure du cas de Jean-François Martin pendant les lois travail à Rennes. Alors, c'est pas que le tireur n'avait pas été identifié. Précisément, 2 tireurs ont été identifiés et le juge s'est servi de ce que les 2 tireurs ont été identifiés pour dire « Ah bah, je sais pas c'est lequel, donc je fais un non-lieu ». Il y aura toujours une solution. Hein. C'est d'ailleurs le même juge que pour Steve Maia Kanisao. Il a un petit peu changé de fusil d'épaule, on va dire, depuis, parce qu'il s'est fait taper par la chambre de l'instruction. On a fait ce rapport avec Index et on a identifié que l'un des 2 ne pouvait pas avoir pu tirer à cet endroit précis. Ce qui fait qu'il n'y en avait plus qu'un. Et donc, le juge a décidé de renvoyer devant le tribunal correctionnel. C'est une des premières victoires. Mais il y en a eu d'autres. Je vous prends l'exemple d'un autre gilet jaune. Le jour d'anniversaire des Gilets jaunes, place d'Italie, qui s'est pris une grenade lacrymogène tirée avec un cougar dans l'œil. On voit tout. Mais on n'identifie pas immédiatement le tireur. Il y en a beaucoup des tireurs parce que la place est encerclée et nassée. Eh ben, Le Monde a fait un travail de reconstitution numérique exceptionnel. Ils ont identifié le tireur, l'angle. Ils ont vraiment, vous pouvez d'ailleurs aller sur le site du Monde pour voir ce travail qui est incroyable. Mais on a dû attendre 1 an et demi avant, ou 2 ans même, avant que le juge désigne un expert pour dire est-ce que le travail fait par le Monde est valable ou pas. Au bout de 2 ans, bon, je peux pas en dire trop parce qu'on est aussi soumis au secret de l'instruction. Et d'ailleurs, confier un travail à Index alors même qu'on est soumis au secret de l'instruction et qu'on peut pas normalement leur donner des éléments pour faire le travail, c'est aussi une difficulté. Vous voyez, il y a plein de choses qu'il faut prendre et de paramètres qu'il faut prendre en considération. Mais en tout cas, avec la reconstitution numérique, ça nous permet, d'abord ça a une valeur, et ensuite ça nous permet vraiment d'avancer dans la manifestation de la vérité, en dépit de l'absence quelquefois de volonté de la justice.